On est en 2015, hein, on est le 3 décembre, 3 décembre, 2015. ouais. On est 3 semaines après ce massacre Voilà, qui a eu à 13, Paris. 13 novembre. 13 novembre, près de 3 état semaines. d'urgence depuis le 14, 12 jours, 26 novembre, et puis le 26 novembre, prolongé 3 mois, jusqu'au Voilà. 26 février. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir maintenant devient d'ordre administratif, et il n'y a plus de contrôle par le juge judiciaire. Il faut savoir que l'état d'urgence a été créé à l'époque par une loi du 3 avril 1955, que à ce jour, il a servi 5 fois, sous la Ve République, hein, et qu'actuellement, donc, le président de la République a donc instauré cet état d'urgence depuis le 14 novembre, pour une durée de 12 jours qui est prévue au départ initialement par cette loi du 3 1955, et qui peut être prorogée. Donc il a déjà prorogé de 3 mois, donc jusqu'au du 26, donc 14 et 12, 26 novembre, 26 février, et il envisage, d'après le projet de loi complémentaire actuel qui est soumis pour avis au Conseil d'État, de le porter à 6 mois. Alors que les premières mesures qui ont été décidées, et les premières perquisitions, etc., ont effectivement permis de découvrir quelques armes, notamment, et des substances, comme on dit, stupéfiantes, mais rien à ce jour en liaison directe avec un acte terroriste quelconque. Donc, ce que je voudrais simplement rappeler au départ, c'est que cet état d'urgence est mis en place, soi-disant dans le respect quand même des libertés, mais qu'en réalité, et il faut savoir qu'en France, depuis à peu près 30 ans, 15 lois, disons, répressives ont été prises, qui ont été empilées, qui font que maintenant, de plus en plus, on veut dire que l'exception va devenir la règle. Ça, c'est le point le plus important. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc, tout pouvoir, par le biais du président de la République, donné, 1, au ministre de l'Intérieur, et 2, localement, au préfet. Dans la pratique, sur les actes, par exemple, de contrôle d'identité, de perquisition, voilà, de garde à vue, tous ces actes... Voilà, justement, ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, on se rend compte, par rapport aux gens qui vont se retrouver éventuellement assignés à résidence, ou par rapport aux perquisitions, eh bien, le texte prévoit qu'il doit exister des raisons sérieuses de penser que le comportement, je dis bien le comportement de la personne constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Également sont appréhendées des personnes qui ont appelé l'attention des services de police par leur comportement, comme j'ai dit, mais également leur fréquentation et leurs propos. Donc ça va très loin. C'est subjectif. C'est très subjectif, complètement subjectif, et on est vraiment dans le domaine de l'intention, hein, et ça c'est uniquement au niveau des assignations à résidence, qui sont très strictes, puisque l'assignation à résidence, c'est 12 heures par jour, alors qu'avant c'était 8 heures, donc Hollande l'a porté à 12 heures par jour, avec pointage, jusqu'à 3 fois par jour. Donc ça fait que les personnes qui travaillent, pour elles, impossibilité de continuer leur travail. Est-ce qu'il a été envisagé un bracelet électronique? C'est envisagé pour les personnes qui ont déjà été condamnées et qui, par conséquent, sont susceptibles de troubler à nouveau l'ordre public. Petit bémol, entre guillemets, humoristique, il faut savoir que dans ce cas-là, lorsqu'on est donc consigné chez soi, eh bien, c'est donc l'autorité administrative qui doit pourvoir à votre subsistance, ainsi que celle de la famille, théoriquement. Puisque, voilà. Donner un salaire, voilà, éventuellement. Pas un salaire, mais non, nourrir. Nourrir. Voilà, nourrir, voilà. Donc ça, c'est quand même bon à savoir. Et ensuite, en ce qui concerne les perquisitions, Voilà. mais c'est pas la perquisition, ça va très très loin. Les perquisitions, donc, c'est le ministre de l'Intérieur, mais également les préfets localement. Alors, ils peuvent ordonner la fermeture provisoire d'abord de certains lieux, des villes boissons, salles de spectacle et salles de réunion, mais également toute réunion pouvant perturber l'ordre public. Et niveau perquisition, donc, c'est non seulement le domicile, qui peut être perquisitionné de jour et de nuit, en sachant quand même qu'il faut qu'à ce moment-là, il y ait un officier de police judiciaire, et l'occupant, ou si l'occupant n'est pas présent, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Ah d'accord, ça c'est maintenu. Alors, soit un officier de police judiciaire... Non, il faut qu'il y ait un officier de police judiciaire obligatoirement, oui, et que soit présent soit l'occupant des lieux, oui, soit en son absence, qu'il y ait au moins 2 témoins. Ça c'est tout à fait maintenu. Voilà, D'accord. voilà. Et en même temps,
Donc, il faut savoir que les seules personnes qui échappent à ces perquisitions de jour et de nuit, ce sont les personnes qui bénéficient d'un mandat parlementaire, les avocats, les magistrats et les journalistes. Il y a quand même quelques petites exceptions, étant entendu que, en ce qui concerne la loi elle-même, elle est quand même théoriquement, je ne dirais pas sous le contrôle du Parlement, mais simplement, toutes ces mesures, quand elles sont prises, doivent être sans délai, être portées à l'information par le président de la République ou le gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. De même que, en ce qui concerne les perquisitions, le procureur de la République doit être avisé. Bon, donc ça veut dire que, formellement, il y a une information au niveau des autorités, justement, judiciaires ou parlementaires, qui sont tenues au courant. Dans le cadre de cette perquisition, est-ce que la police peut emporter du matériel? Alors justement. Sous quelles conditions? Il n'y a pas de conditions particulières, dans la mesure où on estime que le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public, eh bien, l'officier de police judiciaire peut avoir accès aux données informatiques, il peut même prendre des copies. Donc ça peut aller très très loin, en sachant que, aussi bien dans le cadre de l'assignation à résidence que des perquisitions, il y a la possibilité, malgré tout, d'un recours. Étant entendu que, bien comme j'ai dit au départ, le juge judiciaire est complètement écarté de la procédure, on est uniquement ici dans l'ordre de l'administratif. Et donc dans ce cadre-là, pour les assignations à résidence, on peut donc les contester en saisissant ce qu'on appelle le juge du tribunal administratif par recours pour excès de pouvoir. Et lorsqu'on saisit le tribunal, il doit statuer dans le mois qui suit la saisine. Et s'il y a appel, le Conseil d'État a 3 mois pour se prononcer. Par contre, en ce qui concerne les perquisitions, lorsqu'on estime aussi, ou les assignations à résidence également d'ailleurs, qu'elles sont anormales par rapport à ce que vous êtes réellement, eh bien on peut engager une procédure, d'ailleurs ça vient de se faire, mais pour moi ça a été rejeté, procédure de référé liberté. C'est-à-dire on peut saisir très très vite, par voie de référé, le tribunal administratif. On appelle ça un référé liberté, parce que c'est votre liberté qui est en jeu, et par conséquent, c'est le terme technique employé, et là, c'est très très rapide. Mais pour l'instant, d'après ce que j'ai pu en connaître, eh bien, les personnes qui ont engagé des référés liberté ont été déboutées. Les derniers points, il est important de rappeler qu'en ce qui concerne les perquisitions, ce n'est pas que le domicile, c'est tout lieu public ou privé, ou véhicule éventuellement. Ou véhicule. Ça va très très loin. N'importe quel jour, n'importe quelle heure. Voilà. Il suffit simplement que véhicule, tu même aies... si c'est pas une enquête pour un délit de flagrance. Non, il faut seulement que tu aies un comportement qui laisse entendre que tu constitues une menace pour la sécurité et l'ordre public. Et ça va même tellement loin que si justement, en cas de perquisition, on ne trouve rien concernant un acte terroriste quelconque, une préparation, mais que on découvre autre chose, procédure de flagrant délit, et automatiquement, renvoi dans le tribunal. Mais juste une question, là tu parles d'actes terroristes, mais cet état d'exception, là c'est aussi sur les troubles de l'ordre public. Oui, troubles gravement l'ordre public. Puisque des militants qui se rendaient sur la COP 21, donc qui étaient encore à plusieurs centaines de kilomètres. Dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Voilà, il ne s'agit pas que de terrorisme. Non, je disais simplement que la police, dans le cadre, là je parlais des perquisitions. D'accord. Les perquisitions qui visaient effectivement de retrouver, disons, des débuts d'actes terroristes ou du moins des possibilités d'avoir mis en œuvre ou des documents, etc. Eh bien, si on ne les trouve pas, mais qu'on trouve autre chose, on peut appliquer la procédure de flagrant délit. Et par conséquent, se retrouver dans le tribunal. Étant entendu, dernier point, par rapport à tout cela, si disons, toutes ces mesures, si jamais on s'oppose à ces mesures, c'est-à-dire on s'oppose à la perquisition, on s'oppose à l'assignation à résidence, on risque jusqu'à 3 ans de prison. Parce que le code français fait qu'il y a un minimum et un maximum. Mais vraiment, on sent une reprise en main très forte. Et d'ailleurs, juste à titre d'information, je ferai juste une publicité pour un bouquin qui vient de sortir, et tout à fait intéressant, d'une jeune chercheuse qui s'appelle Vanessa Codaccioni, qui s'appelle « Justice d'exception, l'État
face aux crimes politiques et terroristes, qui vient de sortir aux éditions du CNRS. Et en gros, la logique de ce livre, c'est l'exception. La logique judiciaire devient une exception et non plus la règle. La règle de droit, et bien maintenant, c'est l'exception qui va devenir cette règle de plus en plus. Et simplement, on peut également dire que, en réalité, ce qui est effectivement encore plus sidérant, c'est que c'est donc un gouvernement socialiste, enfin dit socialiste, qui instaure ces mesures. Et il y a un certain nombre de précédents dans l'histoire qui montrent que malheureusement, c'est également des socialistes ou des gouvernements de gauche qui sont à l'origine d'un certain nombre de mesures liberticides. Ça remontait très loin, je m'en tiendrai à la loi du 355, donc mis à l'époque en œuvre par Edgar Faure, qui à l'époque était parti radical, qui était considéré comme un parti de gauche, et surtout en 1956, dans la foulée, eh bien, il y a eu les pleins pouvoirs de Guy Mollet, qui était pourtant le Front républicain, etc., et la possibilité d'autoriser la torture, de fait, en Algérie. En ce qui concerne les contrôles d'identité, par exemple, il y a quelque chose qui est modifié Non, ça ne change rien. Simplement, il y a toujours, pour l'instant, le risque du contrôle au faciès, bien évidemment, puisque simplement, c'était une promesse, justement, de Hollande de supprimer ce genre de contrôle a priori. Il y a d'ailleurs eu un recours qui a été engagé par le syndicat d'avocats dont je fais partie, le syndicat des avocats de France, devant le tribunal de grande instance, et la Cour d'appel de Paris, au mois d'avril, là, a confirmé que ces contrôles d'identité tels qu'ils étaient visés et indiqués dans la procédure qu'on avait faite étaient bien discriminatoires et donc engagent le gouvernement à prendre des mesures pour changer cela. Mais le fond, et on le voit bien sur la façon également dont se passent les perquisitions, c'est une question de mentalité et la façon dont depuis des années la police a été habituée à avoir une certaine impunité, et au lieu de faire les perquisitions, entre guillemets, de façon normale, eh bien, on a vu récemment comment ça s'est passé, eh bien, on casse. Les menottes. Oui. Est-ce que c'est dans des cas particuliers? Puisque dernièrement, les menottes, c'est lorsque le policier estime qu'il y a un risque que la personne s'échappe. Voilà. Un risque de se soustraire à... C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Après, le problème, c'est la façon dont on est menotté, puisqu'il y a le menottage, on peut dire, le plus classique, c'est un menottage par devant, et menottage, disons, normal, si on peut dire. Alors, de plus en plus, on assiste à des menottages par derrière, et surtout très serrés. Très serrés, avec parfois, d'ailleurs, bon, sans en rajouter, mais dans certains cas, le menottage est tellement fort que pour des personnes qui ont notamment des problèmes de santé en matière cardiaque, ça pouvait causer des problèmes à ce niveau-là. Sur le droit de filmer la police dans son exercice, il était très difficile à exercer par un simple citoyen au quotidien avant l'état d'urgence. Maintenant, est-ce que c'est encore plus difficile? Est-ce qu'il y a eu des mesures spécifiques par rapport à ce sujet Pas à ma connaissance particulièrement, dans la mesure où on vit quand même dans un régime dit de liberté publique, qui sont quand même conservés sur le plan du principe. L'état d'urgence ne vise que des cas, il faut simplement, la différence qu'il y a entre une démocratie, entre guillemets, avec état d'urgence et l'état totalitaire, c'est que dans l'état totalitaire, eh bien, comment dirais-je, tout est possible. Là, la matière, il faut que soit précisé ce qui n'est pas possible. Par conséquent, il faut que c'est limitativement énuméré. Donc, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, perquisition, etc. Mais ce qui n'est pas interdit est autorisé. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas de mesure particulière qui vise tel ou tel point, eh bien, le régime de liberté publique générale continue. Et simplement, avec les restrictions qu'on a indiquées, en fonction du comportement des personnes, eh bien, on peut, disons, arrêter n'importe quelle réunion et n'importe quelle manifestation, puis c'est une question de comportement de nature à troubler l'ordre public. Donc c'est purement subjectif, c'est la façon dont les forces de l'ordre vont l'appréhender. Oui, on voit bien que les libertés sont bafouées, puisqu'il y a les interdictions de manifester là, depuis 15 jours, pleuvent.
tout mouvement social, tout mouvement à expression politique dans la rue est quasiment interdit partout en France. Donc il y a bien là une dérive complète. Il y a une dérive, et c'est pour ça qu'il faut que les gens connaissent leurs droits, malgré tout. Comme je l'ai indiqué, c'est pour ça que je dis qu'il y a état d'urgence, effectivement, mais il y a, au-delà donc des mesures coercitives qui sont prises, il y a quand même des recours possibles, et donc c'est ces recours qu'il ne faut pas hésiter à engager, et surtout connaître aussi ces droits tels qu'ils existent malgré l'état d'urgence, pour ne pas se laisser faire, et en toute hypothèse, chaque fois qu'il y a donc un risque de ce côté-là, eh bien, amener les forces de police à se comporter de façon plus normale, entre guillemets, que ce qu'elles le font de plus en plus souvent. Et c'est pour ça que j'estime qu'actuellement, il y a malgré tout, sur un plan général, et la COP 21 n'est qu'un épiphénomène par rapport à cela, puisque là, on est en plein dedans. Mais l'état d'urgence, comme j'ai dit, 3 mois. Probablement, avec le nouveau projet de loi, on attend l'avis du Conseil d'État, ça peut être 6 mois. Donc, on va vraiment vivre dans un état policier, de plus en plus, alors que, pour l'instant du moins, les actes qui ont été faits pour pallier au risque de troubles en public graves ou des actes terroristes envisagés, mais pour l'instant, c'est chou blanc. En ce qui concerne la garde à vue, est-ce qu'il y a des modifications, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? La durée de la garde à vue peut être modifiée si oui, non, chaque fois, non, ça c'est le droit commun, si on peut dire, oui, qui est que lorsque on est soupçonné d'actes terroristes, c'est comme en matière de trafic, etc., tout ça et tout, c'est 4 jours jusqu'à 6 jours, avec l'avocat qui n'intervient qu'à la 72e heure. Sinon, le régime traditionnel, c'est 24 heures renouvelables une fois avec l'avocat intervenant dès le début, en sachant également que dans tous les cas d'espèce, on a le droit au silence. Bien sûr, c'est un risque, parce que si on ne dit rien, eh bien, on est maintenu parfois le maximum de la possibilité en garde à vue, voilà. Mais à l'arrivée, il faut bien qu'une décision soit prise, et par conséquent, à la fin de la garde à vue, s'il n'y a pas d'indice suffisant, ça paraît difficile d'être renvoyé devant une juridiction si il n'y a pas eu entre-temps, à part les présomptions, autre chose qui soit faite entre-temps. Est-ce qu'on peut, pendant une garde à vue, vous prendre de force l'ADN? Est-ce qu'il y a... voilà. Non. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, l'ADN n'a pas à être prise automatiquement. L'ADN ne peut être prise que dans certains cas, qui sont de plus en plus importants, certes, mais pas dans tous les cas, premièrement. Deuxièmement, effectivement, il est indiqué, et j'ai eu des échos par des personnes que j'ai défendues lorsqu'ils étaient dans les commissariats de police, il y a dans les pièces où ils sont interrogés un grand panneau où il est marqué « En cas de refus d'ADN, vous risquez 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Et en cas de récidive, le double. » Donc pour faire peur aux gens. Voilà, d'accord. Mais a priori, on ne peut pas vous prendre l'ADN de force. Le problème, c'est que parfois, il suffit qu'en vous bousculant ou quoi que ce soit, vos cheveux ou une particule tombent, et à ce moment-là, on peut vous prendre l'ADN. À ton insu. À ton insu. Et j'insiste sur le fait qu'actuellement, même si c'est peu souvent, mais il y a eu, et j'ai eu une affaire, même s'il a été cassé en appel, une affaire dans le tribunal de Mende, où il y a une relaxe qui a été prononcée en cas justement de refus de prise ADN. Et je pense qu'il faut continuer ce combat parce que vraiment, la prise d'ADN maintenant se fait pour tout et n'importe quoi. Ça devient une politique systématique de fichage des personnes. Parce que autant, sans être d'accord, on pourrait comprendre dans la façon dont c'est mis en place que pour les crimes ou des délits très graves, il puisse y avoir une demande de prise d'ADN, mais là maintenant, c'est pour tout acte considéré comme par exemple une dégradation. Et là récemment, j'ai défendu 2 personnes qui étaient soupçonnées d'avoir volé, entre guillemets, de la nourriture dans des poubelles, qui en réalité ne peuvent pas être qualifiées de vol, puisque ce sont des détritus, donc c'est des restes nullius, mais on leur a pris l'ADN, puisque c'était considéré comme un vol. Voilà. De marchandises avariées. Et pareil pour les personnes qui avaient fait un tag
sur des panneaux publicitaires, pareil, on leur a réclamé l'ADN. Certains l'ont accepté, d'autres l'ont refusé, étant entendu que astuce à savoir en matière de tag, lorsqu'on fait un tag qui va donc effectivement être imprégné, si on peut dire, sur la surface en question, et que par conséquent, il va falloir faire un gros travail pour l'enlever. À ce moment-là, il y a donc inscription dans le matériel, si on peut dire. Donc là, on peut vous prendre l'ADN, parce que c'est un délit. Par contre, si c'est un tag, par exemple, est fait par un marqueur, ou même une peinture, mais qui peut s'effacer, tout ce qui est effaçable, à ce moment-là, qui n'a pas de marque réelle, ce n'est plus un délit, c'est une contravention. Et la contravention ne peut pas déboucher sur une prise d'ADN. Alors, on a vu aux États-Unis, à la suite de ce qui s'est passé à New York, donc l'arrivée du Patriot Act, qui est toujours là. Toujours là. Est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose en France avec Disons que la loi antiterroriste de novembre 2014 et la loi sur le renseignement de juillet 2015 montrent bien qu'on est déjà effectivement dans l'idéologie du Patriot Act. Où ce qui est clair et net, c'est que la sécurité l'emporte sur la liberté, et surtout, ça veut dire que toute personne est potentiellement susceptible d'être poursuivie. Chacun d'entre nous, si on peut dire, est potentiellement suspect dans ce cadre-là, puisque c'est simplement un problème de comportement qui peut être considéré comme suffisant pour vous appréhender. Donc, une fois de plus, on va retomber également dans le contrôle au faciès, à savoir que selon la façon dont justement vous êtes habillé, la façon de votre couleur de peau, voire maintenant de votre système pileux, eh bien, vous risquez plus que d'autres d'être contrôlés ou pas. De votre âge Et également, voilà, puisque je disais en cas des contrôles d'identité, effectivement au départ, ce qui était avéré, c'est qu'on contrôlait beaucoup plus les jeunes beurs et les jeunes blacks que les jeunes, disons, en guillemets, blancs traditionnels. Mais par contre, il était avéré qu'on contrôlait beaucoup plus les jeunes, quels qu'ils soient, que les personnes d'un certain âge, notamment les fameux contrôles qui se font régulièrement devant les grandes gares à Paris. Et donc, un jeune, en guillemets, à capuche, quelle que soit sa couleur de peau, eh bien, sera beaucoup plus facilement contrôlé qu'un monsieur traditionnel costume cravate 3 pièces, alors qu'en plus, on sait pertinemment que, entre guillemets, les véritables professionnels, si on peut dire, du tout l'ordre public ou voire des terroristes, justement, c'est eux qui sont le plus passe-muraille, et que par conséquent, c'est ceux qui, justement, en guillemets, ont l'air de rien, qui parfois, justement, sont ceux qui peuvent aller plus loin. Et que ceux qui ont des caractéristiques très typiques, bien évidemment, ils attirent tellement le regard que... Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et en même temps, ça montre qu'à travers cela, c'est tout le comportement des individus. Donc maintenant, lorsque vous allez vous promener dans la rue, vous n'allez plus vous promener, disons, de façon tranquille. Vous allez toujours vous demander qu'est-ce qui risque de se passer. Par conséquent, on est en train d'inoculer dans les gens une espèce de crainte et en même temps une peur de l'autre, quel qu'il soit. Donc, on risque, si ça continue comme ça, de se retrouver dans une société où, au lieu d'être les uns avec les autres, on va être les uns contre les autres. Et sous surveillance vidéo. En plus. Est-ce qu'en Europe, il y a le même mouvement ? Franck, tout à l'heure, posait la question de photographe. Il y a la loi du Bayon, par exemple, en Espagne, qui est une loi extrêmement grave. Tout à fait. C'est pas quelque chose qui va s'homogénéiser au niveau bien de sûr, l'Europe. Bien sûr. Disons qu'en France, on est en guillemets le plus en pointe avec l'état d'urgence, mais effectivement, avant ça, tu as raison de signaler ce qui se passe en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, il y a déjà un certain nombre de lois liberticides qui existent, et encore, je reste dans le cadre de l'Europe, disons, telle qu'on la connaît autour de nous. On a bien vu les mesures qui ont été prises dans les pays qui ont récemment adhéré à l'Union européenne, notamment la Hongrie, pour ne pas la nommer, qui est actuellement, à mon avis, l'État le pire de ce côté-là au niveau du non-respect des libertés de base. Mais même la Pologne aussi actuellement, de plus en plus, se met un peu sur les mêmes longueurs d'onde.
Donc on sent que le courant général, c'est justement d'aller vers plus de répression et plus de contrôle et donc moins de liberté. Le problème, c'est que peu de gens, malheureusement, sont au courant de leurs droits et ne savent pas les faire valoir, et donc on joue beaucoup sur cette ignorance. Donc renseignez-vous.